Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui devient un petit peu une habitude en milieu de mois. On va parler d'actualité sur l'économie, d'actualité aussi en bourse, du cours euro-dollar, du pétrole, de l'état des marchés boursiers. On va en deuxième partie parler des achats que je suis en train de faire en ce moment. Et en fin de vidéo, je vous parle d'une nouvelle entreprise que j'étudie. Beaucoup de sujets à aborder et votre temps est précieux. On attaque donc de suite. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, les chiffres sur l'inflation aux États-Unis pour mars 2024 seront juste publiés. Et c'est une information qui est quand même importante à suivre puisque ça impacte directement les entreprises via les taux d'intérêt et tout simplement les décisions des banques centrales. On s'attend à une inflation d'un mois sur l'autre d'un point de vue du core inflation. Donc c'est l'inflation à laquelle on retranche l'énergie et l'alimentation notamment. Les marchés s'attendent à 0,3% d'augmentation sur un mois, sachant que vous voyez qu'en janvier et février, on était plutôt entre 0,35 et 0,40. Donc les marchés s'attendent à une légère baisse. Et ça nous permettrait de reprendre la baisse sur un an lorsque l'on regarde l'inflation sur 12 mois glissant. Puisqu'imaginons qu'on arrive à 0,3, si on fait 0,3 fois 12 mois, on va trouver 3,6 et vous voyez qu'on était le mois précédent à 3,8. Et imaginez qu'on est par exemple seulement 0,2 sur un mois et qu'on multiplie par 12, on serait sur une inflation autour de 2,4%. Évidemment, vous avez des mois avec des inflations plus ou moins élevées. Par exemple, en début d'année, les entreprises ont tendance à augmenter les prix, donc ça peut faire un petit peu plus. Et peut-être que pendant l'été ou en fin d'année, ça peut baisser un petit peu. C'est pour ça qu'on regarde aussi sur 12 mois glissants. Et si je vous en parle, c'est parce que si on arrive à être sur du 0,3 ou 0,4, eh bien ce sera clairement négatif et les marchés pourraient souffrir sur le court terme. Par contre, si on venait avoir une bonne surprise à la baisse, eh bien ça pourrait être très positif. Personnellement, j'ai quand même envie d'être positif sur l'inflation sur le long terme, notamment si vous regardez l'inflation qui est calculée par des sites indépendants, des entreprises indépendantes, comme par exemple ici Trueflation, qui est un des plus connus. On voit que eux, ils donnent l'inflation en ce moment, d'après leurs chiffres, sous les 2%. Évidemment, ce n'est pas les chiffres officiels et les gouvernements, eux, regardent en arrière, ils n'essaient pas de faire des prévisions. Cependant, ça reste des indicateurs sur le futur de l'inflation. Un autre indicateur aussi qui est bon sur le futur de l'inflation, c'est le 5 Years Break-Even Inflation Rate. Et c'est l'estimation de l'inflation dans 5 ans par les marchés obligataires. Et donc si vous regardez, on voit que les marchés pensent que dans 5 ans, on aura une inflation qui sera autour de 2,5. Donc encore une fois, un signe positif, ça veut dire que les marchés pensent que l'inflation sera plus basse que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc on peut imaginer que les banques centrales, pour ne pas trop ralentir l'économie, pourraient prendre des décisions de rebaisser un petit peu les taux. Ils ne vont pas forcément nous les remettre à zéro de suite, soyons très clairs, mais s'ils les baissent un peu, ça peut être positif. Et comme vous le savez, si je regarde ça de près, c'est pas spécialement pour trouver un point haut ou un point bas dans les marchés, mais c'est plus parce que ça va avoir des gros impacts sur certains types d'entreprises, notamment qui ont besoin de beaucoup investir ou qui vendent des produits assez chers que les personnes achètent à crédit. Maintenant, au niveau de la Banque centrale, les dates à retenir, puisqu'on a les dates par avance de leur réunion officielle, donc les FOMC meetings. Le prochain sera fin avril, début mai, ensuite on aura juin et puis fin juillet. Globalement, j'ai du mal à les voir prendre une décision fin avril, c'est dans quelques semaines seulement, et ils ont déjà précisé qu'ils attendaient d'avoir plus d'informations. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, notamment l'élection présidentielle aux États-Unis qui arrive en novembre, et peut-être aussi que la Banque centrale ne veut pas trop influencer les élections en baissant par exemple fortement les taux, ce qui ferait que l'économie repartirait. Ça, c'est que de la spéculation, on verra bien ce qu'ils disent, cependant c'est quelque chose à suivre de près. Personnellement, je ne serais pas étonné qu'on commence à avoir des informations assez claires sur la baisse des taux ou la non-baisse des taux en juin-juillet, sachant qu'ils ont déjà annoncé par le passé qu'ils comptaient les baisser, mais qu'ils ne le faisaient pas encore parce qu'ils voulaient plus d'informations. Donc affaire à suivre et on en parlera évidemment sur la chaîne dans le temps. Pour finir sur les taux, je voulais vous montrer l'immobilier aux États-Unis. Donc ça, c'est le prix médian de vente des maisons aux États-Unis. On voit qu'on avait bien baissé lorsque les taux sont fortement remontés fin 2022, début 2023 et depuis, on stagne. Et c'est un petit peu la même chose si vous regardez en France. Moi, j'étais pas mal dans l'immobilier il n'y a pas longtemps parce que j'ai acheté. On a eu clairement une correction des prix depuis un an et on a aussi touché un point haut sur les taux, notamment pour emprunter de l'argent à la banque. Aujourd'hui, les taux réels sont en train de rebaisser un tout petit peu et j'ai l'impression que le marché est en train de stabiliser. Après, le marché immobilier, c'est extrêmement local, donc c'est difficile de juger d'une ville à l'autre, mais globalement, on a effectivement baissé et si vous regardez, le prix a l'air de se stabiliser après une baisse qui a quand même fait mal. Au niveau des marchés, on est sur des points pratiquement hauts sur tous les indices. Vous voyez ici le S&P 500, on a repris 45% depuis les points bas qu'on avait fait en 2022. De la même façon sur le Nasdaq, on se comporte très bien et sur le CAC 40 aussi. Donc clairement rien à dire, si ce n'est qu'il y a eu beaucoup de volatilité depuis un an et demi et ça pourrait continuer. Notamment, n'oubliez pas que les résultats d'entreprise du premier trimestre vont arriver dans quelques semaines, mais ça on en parle dans la deuxième partie de la vidéo.
Au niveau du pétrole, on est autour des 90 $ en ce moment. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. N'hésitez pas à aller la regarder, elle était assez complète. On reprenait le choc pétrolier des années 70, ce qui s'est passé et pourquoi le pétrole a beaucoup d'importance dans l'économie. Pour finir sur cette première partie, je voulais aussi parler du cours euro-dollar, tout simplement parce qu'il ne bouge pas trop depuis quelques mois. Et j'avais une discussion avec l'un d'entre vous en DM sur Instagram, et on parlait du fait que le taux de change entre l'euro et le dollar pourrait être fortement influencé si une des banques centrales venait à baisser les taux bien avant l'autre. Par exemple, si la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, baissait bien avant la Fed, eh bien ça pourrait avoir un gros impact là-dessus. Je dis pas ça pour spéculer, je dis ça tout simplement parce que vous savez que j'aime bien diversifier et aussi diversifier en devises et ne pas avoir tout mon patrimoine dans une seule monnaie. Voilà, c'était juste un petit rappel parce que j'avais eu une conversation intéressante avec l'un d'entre vous. Au niveau des actions que j'achète en ce milieu de mois, on va passer assez vite dessus parce que j'en ai parlé en début de mois. J'ai racheté un tout petit peu de SoFi au niveau des 7,30 $, sachant que j'y suis vraiment allé doucement parce que je vous l'avais dit, je garde du cash pour la fin de mois parce que on a les résultats qui arrivent, notamment la semaine qui commence le 21 avril et ensuite la semaine de début mai, où on va avoir beaucoup de grosses entreprises du S&P 500 et ou du Nasdaq qui vont publier et ça pourrait amener de la volatilité. Et j'ai donc souhaité jouer un petit peu la patience. J'ai aussi racheté du Tesla au niveau des 173 $. Pareil, j'ai acheté quelques actions, j'y suis pas allé très fortement. Et ça, je le fais aussi parce que, premièrement, on attend les résultats et ça pourrait ne pas être que des bonnes nouvelles. Donc, il faut être patient et ne pas tout mettre en une fois. Vous savez que j'aime construire mes positions sur des années et ensuite leur laisser de nombreuses années supplémentaires pour faire ce qu'elles ont à faire. Et en parallèle, j'en profite aussi pour remonter mon épargne de sécurité puisque j'ai pas mal d'actions que j'apprécie qui se comportent très bien en ce moment en bourse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment je trouve assez peu d'actions à acheter. Il y a SoFi, il y a Tesla. J'avais acheté pas mal de Enphase, mais ma position est finie. Mais les autres entreprises que j'apprécie et que j'ai pu acheter pendant la baisse, notamment en 2023, on pensera au Google, au Amazon, Meta, etc. Eh bien en ce moment je les achète pas parce qu'elles sont clairement bien remontées et honnêtement ça fait aussi du bien au moral. De la même façon, vous avez aussi l'or qui monte, la crypto qui monte. C'est des actifs sur lesquels j'ai fait du DCA pendant de nombreuses années. Là je me suis un petit peu calmé en ce moment encore une fois pour remonter cette épargne et ça c'est lié à mon profil et mon cas en ce moment. Cependant, évidemment, je continue à acheter tous les mois en bourse, quoi qu'il arrive, des indices et des actions pour continuer ma stratégie de lisser mes prix sur le long terme. Troisième et dernière partie de la vidéo, je travaille en ce moment sur une nouvelle entreprise qui s'appelle Mercado Libre. Je vous propose ici de présenter rapidement l'entreprise. Les premières choses que j'ai vues dessus, ça ne veut pas dire que je vais les acheter. Vous savez que je mets très longtemps avant de me décider, mais j'aime bien vous parler de mes recherches que je fais en ce moment. Donc c'est une entreprise qui est leader du commerce électronique en Amérique latine. Vous avez ici les pays où ils sont représentés directement sur leur site internet et je vous l'ai mis ici à l'écran en bas à droite. On pourrait dire en fait que c'est l'équivalent d'un Amazon pour cette région du monde ou comme pourrait aussi l'être Alibaba avec Taobao en Chine. Ils proposent plusieurs services avec notamment une marketplace où les vendeurs individuels et professionnels peuvent proposer leurs produits à la vente. Donc là c'est clairement typiquement du Amazon. Ils ont aussi un moyen de paiement en ligne et ça me rappelle beaucoup Alibaba avec Chufuba qui est en fait Alipay en anglais, qui est très présent en Chine et tout le monde paye avec au quotidien. Donc clairement ils sont aussi présents sur le paiement en ligne et ils proposent aussi des services financiers comme des prêts et des produits d'assurance. Ils font comme Amazon des solutions de logistique pour faciliter la livraison des produits des marchands tierces sur leur plateforme. Et enfin, ils font aussi de la publicité en ligne et des outils pour créer des boutiques en ligne. La capitalisation de l'entreprise est de 75 milliards de dollars et elle est échangée au Nasdaq. Au niveau du cours de l'action, on est aujourd'hui autour des 1495 $. Et c'est une entreprise qui, au point bas en 2022, était venue toucher les 600 $. Et on voit qu'ils ont un ancien plus haut qui se balade autour des 2000 $. Donc vous avez quand même une très forte volatilité sur quelques années. L'entreprise a clairement subi la baisse comme tout le marché. Ce qui fait que je me suis intéressé à l'entreprise, c'est notamment à cause de la croissance, que vous savez que j'aime quand même les entreprises qui ont une certaine croissance de par mon profil d'investissement, où j'en suis par rapport à mon âge, ma carrière, mes revenus, etc. J'ai pas spécialement besoin de rente de suite. Ce qui m'a aussi beaucoup attiré chez eux, c'est la marge brute, qui comme pour Amazon est assez élevée, mais par contre des profits qui sont encore faibles, puisque l'entreprise est jeune, elle investit, et elle ne cherche pas spécialement à gagner beaucoup d'argent. Et c'est le genre de modèle qui peuvent m'intéresser, parce que dans le futur, si le business model devient de plus en plus mature, je pense qu'il peut se passer des bonnes choses au niveau du business. Vous allez voir d'ailleurs que c'est une entreprise qui ressemble beaucoup à Amazon d'un point de vue de la valorisation qu'on va regarder après. Ils ont eu une augmentation en composé de leur chiffre d'affaires sur les 5 dernières années de presque 60%, ce qui est
énorme. Et au niveau de la valorisation, si vous regardez comme ça fait forcément peur. Vous avez un PER à plus de 70, un prix par rapport au chiffre d'affaires à plus de 5, etc. Par contre, si vous regardez la croissance prévue par les analystes sur la prochaine année, on est à presque 80%, et sur les 5 prochaines années en composé sur les bénéfices, on serait à 45%. Encore une fois, c'est les chiffres des analystes, il va falloir se faire son propre avis, mais on peut au premier abord, quand on regarde juste des indicateurs, se dire c'est trop cher, mais il ne faut jamais regarder qu'un indicateur parce que ça ne veut rien dire en soi, il faut regarder l'entreprise dans son ensemble. Si on va avoir quelques graphiques supplémentaires, vous voyez ici en rouge l'énorme augmentation des revenus, donc du chiffre d'affaires en composé. Vous voyez que les marges brutes depuis quelques années sont clairement stables, elles se baladent autour de entre 40 et 50%. Et si vous regardez la marge opérationnelle et la marge nette, on voit qu'on a été quand même assez volatile un petit peu avant 2020, et par contre on est revenu se mettre au-dessus de zéro et de façon un petit peu plus stable depuis 2 ans environ. D'un point de vue de la valorisation que donne le marché à l'entreprise, si vous allez regarder le prix par rapport au bénéfice, donc le PER, vous ne pouvez pas en déduire grand-chose. Et c'est le même cas sur Amazon. Si vous avez déjà vu mes analyses sur Amazon, vu que l'entreprise n'essaie pas du tout d'optimiser pour les bénéfices, puisqu'elle n'en est pas là d'un point de vue de la maturité de l'entreprise, si vous regardez juste ce graphique, vous allez juste avoir peur, vous dire que c'est une entreprise qui est beaucoup trop chère. Sur ce type de business, et notamment un business comme Amazon, j'aime beaucoup regarder le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, le prix par rapport au chiffre d'affaires, puisqu'au final, le chiffre d'affaires, lui, il ment pas. S'il est en croissance, c'est tout simplement les ventes. Après, il faut regarder les marges, etc. Mais c'est quand même un indicateur très haut dans le compte de résultats avant qu'on retire toutes les dépenses. Et donc, forcément, il est assez peu biaisé. Et je vous ai mis aussi le prix par rapport au flux de trésorerie disponible auquel on a retranché les actions distribuées aux employés, etc. Et globalement, si vous regardez entre 2018 et 2022, c'était assez peu stable et honnêtement pas très rassurant. Par contre, regardez depuis quelques trimestres, on a les 3 indicateurs qui se sont extrêmement stabilisés, ce qui veut dire que le business de l'entreprise doit être plus stable. Ça, c'est quelque chose que j'irai vérifier en continuant mon analyse, mais on commence à arriver sur des chiffres qui, par rapport à la croissance, je trouve, pourrait être intéressant. On a un prix par rapport au chiffre d'affaires, on le voit en ce moment autour de 5, un prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel à 14 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible juste sous les 17, ce qui sont quand même des valeurs qui pour moi peuvent être considérées assez basses si la croissance du business continue et s'ils maintiennent leur marge. Et ça, seule mon analyse me le dira en faisant mon propre avis et mes projections dans le futur. Donc voilà pour une présentation rapide sur l'entreprise. Il y a encore un long travail d'analyse qualitative et quantitative à faire avant que je me décide de l'acheter si je venais à l'acheter. C'est pas certain que je vous en reparle un jour, peut-être que je vais voir des problèmes qui vont faire que je déciderai de pas l'acheter ou peut-être que je verrai des choses positives. Ça, on verra. Mais dans tous les cas, j'aime parler en vidéo des nouveaux dossiers que je regarde, etc. parce que vous avez peut-être un avis à partager, des informations, peut-être que vous êtes actionnaire ou peut-être que vous allez voir des choses qui sont rédhibitoires. Donc clairement, la communauté, ça sert aussi à ça et n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez un avis sur cette entreprise. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et pourquoi pas aussi passer dire bonjour sur Instagram. J'y fais du contenu différent et j'essaie de répondre à tout le monde en DM. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.